Dans la newsroom, en ce mercredi 19 juillet 2023, c'est l'heure de la page internationale. Et l'éditorial pour présenter cette page à Jacques Mel pour le grand journal, Joannel François Adassa Etienne, Rubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Le président russe Vladimir Poutine ne participera pas au sommet des BRICS, Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Russie, prévu fin août à Johannesburg, a annoncé la présidence sud-africaine. Voici un reportage à signer Euronews. Une absence remarquée et une épine retirée du pied des dirigeants sud-africains. Le président russe Vladimir Poutine ne participera pas au sommet des BRICS organisé fin août à Johannesburg. Les 5 puissances émergentes qui composent le groupe, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, se regroupent tous les ans depuis 2009. Problème cette année, l'un de ses représentants, Vladimir Poutine, est visé par un mandat de la Cour pénale internationale, la CPI, pour crimes de guerre en Ukraine. Des accusations que Moscou nie et une situation délicate pour l'Afrique du Sud, restée proche de la Russie, mais qui aurait dû, en tant que membre de la CPI, arrêter le chef d'État russe à son entrée sur le territoire. Depuis plusieurs mois en coulisses, des discussions avaient lieu pour dissuader le dirigeant russe de se rendre au sommet. La Russie sera finalement représentée par son ministre des Affaires étrangères. La guerre en Ukraine continue. L'Ukraine et la Russie intensifient leur activité après l'attaque du pont de Crimée, au lendemain de l'attaque terroriste ukrainienne contre le pont de Crimée. Moscou et Kiev ont tous deux intensifié leur activité dans la zone de combat. Retrouvons Igor Koachenko, le reporter de la RT, dans un reportage. La nuit passée n'a pas été calme non plus. En réponse à l'attaque contre le pont de Crimée, la Russie a intensifié ses bombardements des infrastructures militaires sur tout le territoire ukrainien. Plusieurs sites militaires ont été détruits. Voici le commentaire du ministère russe de la Défense. Durant la nuit, les forces armées de la Fédération de Russie ont riposté par une frappe groupée à l'aide d'armes de haute précision basées en mer sur les sites où des attentats à l'encontre de la Russie ont été préparés à l'aide d'embarcations sans équipage, ainsi que sur les lieux de leur fabrication dans la région d'Odessa. En outre, dans la région des villes de Nikolaïev et d'Odessa, ont été détruits des dépôts de carburant, approvisionnant les équipements des forces armées ukrainiennes en essence pour un volume total s'élevant à 70 000 tonnes. Tous les objectifs à frapper ont été atteints, des incendies et des détonations ont été recensés sur les sites détruits. D'ailleurs, Kiev ne reste pas non plus les bras croisés. Cette nuit, l'armée ukrainienne mène une nouvelle attaque de drones en Crimée. En tout, 28 engins explosifs ukrainiens ont été détectés. Mais fort heureusement, ils ont tous été neutralisés et abattus. Il n'y a eu aucune victime ni dégâts. Écoutons un autre commentaire du ministère russe de la Défense. 17 drones ukrainiens ont été détruits par la défense antiaérienne. 11 autres ont été supprimés par des moyens de lutte radioélectronique et se sont écrasés. Il n'y a pas eu de victimes ni de dégâts matériels. Le chef de la République de Crimée a remercié les militaires russes pour leur travail qu'ils ont fait brillamment selon lui. Voici son commentaire. Je remercie nos militaires pour leur service. Ils ont travaillé de manière précise et cohérente. Je vous demande à tous de rester calmes et de ne faire confiance qu'à des sources d'informations fiables. Les services de renseignement russes annoncent avoir déjoué un attentat dans la ville d'Oglitch, dans la région de Yaroslavl. C'est la Russie centrale, pas très loin de Moscou. Une femme est arrêtée. Elle prenait des photos des infrastructures cruciales, notamment de la centrale hydroélectrique. Les représentants des forces de l'ordre ont trouvé dans son portable des preuves irréfutables de ses liens avec le renseignement ukrainien. En plus de cela, l'armée ukrainienne continue à bombarder certaines régions russes, notamment la région de Belgorod. Hier, des dizaines d'obus ont visé plusieurs villages frontaliers. Pas de blessés. Ce matin, l'armée ukrainienne a attaqué le village de Chamino. 5 personnes ont été blessées. Voici le commentaire du gouverneur de la région, Vyacheslav Gladkov. Écoutons. L'armée ukrainienne a tiré sur la périphérie du village de Chamino. Selon un premier bilan, 5 personnes, des civils, ont été blessées. Tous les blessés ont été transportés à l'hôpital municipal numéro 2 par les équipes d'ambulance. Un homme a reçu des éclats d'obus à la poitrine. Son état est estimé de gravité modérée par les médecins. Les 4 autres personnes sont légèrement blessées. Toute l'assistance médicale nécessaire leur est fournie. La région de Koursk est aussi la cible des attaques ukrainiennes. Ce matin, plusieurs obus ont visé le village Yelizavetovka. 2 maisons sont endommagées.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays devrait continuer à exporter des céréales en trouvant d'autres itinéraires sûrs pour les navires. Voici un reportage à signer CGTN News. Le dernier navire céréalier à quitter Odessa dans le cadre de l'accord sur les céréales de la mer Noire est inspecté au large d'Istanbul. La Russie suspend sa participation, affirmant qu'elle n'a pas reçu de garantie pour ses propres exportations agricoles. Malheureusement, la partie de ces accords sur la mer Noire qui concerne la Russie n'a pas été mise en œuvre jusqu'à présent. C'est pourquoi elle a été résiliée. Dès que la partie russe de l'accord sera mise en œuvre, la partie russe reprendra immédiatement la mise en œuvre de cet accord. Le président ukrainien déclare que le retrait de Moscou ne devrait pas signifier la fin de l'accord général. L'accord céréalier de la mer Noire peut et doit continuer à fonctionner. Si c'est sans la Russie, alors ce sera sans elle. La sortie de la Russie de l'accord a été largement condamnée. Les groupes humanitaires assurent que depuis son lancement il y a 1 an, cet accord a permis d'assurer un approvisionnement alimentaire vital aux pays qui en avaient désespérément besoin. Ce mercredi, avec le retrait de Moscou, le prix du blé et du maïs a grimpé en flèche. La Turquie, signataire de l'accord céréalier de la mer Noire, ainsi que les Nations Unies, insistent également sur le fait que l'initiative peut être sauvée. Le président Erdogan, actuellement en voyage dans le Golfe, affirme qu'il discutera de la question avec Vladimir Poutine le mois prochain, lorsque le président russe se rendra en Turquie. Mais alors que la Russie met désormais en garde sur le fait qu'elle ne peut offrir de garantie de sécurité aux navires empruntant les routes maritimes de la mer Noire, la hausse des prix des denrées alimentaires de base et une situation plus incertaine pour les exportations semblent désormais inévitables. Tension au Kenya. Nous appelons les Kenyans à reprendre leur pays avant que cette dictature ne s'enracine, fermement a déclaré mardi Azimio dans un communiqué. Voici un reportage à signer Africa News. La coalition Azimio de Raila Odinga a appelé à 3 journées consécutives de mobilisation à partir de ce mercredi contre la politique du président William Ruto, accusé de réduire le pouvoir d'achat des Kenyans. Les commerces ont baissé leur rideau de fer, les rues d'ordinaire animées de Nairobi sont vides, alors que dans un communiqué, la coalition a demandé aux populations de reprendre le pays face à un régime jugé dictatorial. Le Kenya retient son souffle face aux manifestations de l'opposition qualifiées de menace à la sécurité nationale par le gouvernement qui a promis de sévir. Le 12 juillet, des rassemblements interdits par les autorités ont été émaillés de pillages et d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Au moins 9 personnes ont été tuées et plus de 300 arrêtés. Situation tendue en Israël dans le cadre d'une nouvelle journée de résistance. Des milliers d'Israéliens se sont mobilisés mardi contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement bloquant les gares et les routes. Depuis l'annonce en janvier du projet de réforme du système judiciaire, voici un reportage à signer I24 News. Au lendemain d'une journée de résistance dans tout Israël, ce mercredi, l'association médicale israélienne évoque une grève d'avertissement. Le syndicat des médecins décrète une grève des soins d'une durée de 2 heures ce mercredi matin entre 8h30 et 10h30. L'organisation des internes, le groupe des infirmières et les réservistes du corps médical de l'armée se joignent également à l'appel. Le syndicat veut quand même rassurer, le maximum d'efforts sera fait pour éviter de nuire aux patients. Les soins urgents et toutes les opérations programmées seront effectuées comme prévu. La veille, la journée de résistance nationale s'est terminée tard dans la soirée, boulevard Kaplan à Tel Aviv, où des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés sur cette place désormais nommée Place de la démocratie. De nouveau, des affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre, des canons à eau utilisés par la police montée pour disperser les derniers manifestants. L'autoroute 20, près de l'échangeur Al-Akha, bloquée dans les 2 sens, a été rouverte à la circulation. À Jérusalem aussi, on a veillé tard,
près de la résidence du Premier ministre. Ils étaient un millier de personnes à bloquer le carrefour central Roupin Benzvi. La manifestation a démarré vers 7 h du matin, place Habima, puis boulevard Rothschild à Tel Aviv. Des centaines de protestataires venus une nouvelle fois pour exprimer leur colère et dénoncer la réforme judiciaire. De Haïfa à Beersheva en passant par Jérusalem, des milliers de personnes sont descendues dans les rues du pays. Autre moment marquant de cette journée, ces blocages attendus sur les quais de gare. Comme ici, gare à Shalom, à Tel Aviv, où les trains ont été interrompus. Les manifestants ont investi la gare. Seules les personnes en possession d'un billet étaient autorisées à entrer, mais un certain nombre de manifestants ont acheté un billet uniquement pour pouvoir manifester sur les quais. À Hadera, plus au nord, un homme a déclenché l'alarme dans un train, entraînant son immobilisation. Il a été arrêté par la police. Au terme de plusieurs heures de manifestation dans 5 gares du pays, les voyageurs ont dû faire face à une panne. Tous les trains du pays ont été suspendus en raison d'une défaillance technique. Au total, lors de cette nouvelle journée de blocage, 45 personnes ont été interpellées. C'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14 h. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Elprod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, Erlich Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour aujourd'hui, Boston, 86 degrés Fahrenheit, ça donne 30 degrés Celsius. Jacmel, 90 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Adassa Etienne, bonsoir Rubans, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.